Salut Richard, Salut Antoine. ça Pardon, va? oui, ça va. Pardon, c'est mon premier live, fait que je savais pas comment demander Ah, c'est ton pour premier live. participer. Oui, et c'est un peu différent que mes vidéos en YouTube. Fait que je devais préparer un peu ma. Bon, c'est pour cette raison qu'on ne voit pas mon piano dans le fond parce que c'est un peu différent mon setup ici. Je comprends, là, c'est un peu, même pour moi, là, ça fait longtemps que je fais des lives, mais j'ai encore un peu de la misère avec le setup. Oui. Génial. Ben, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ouais, ouais, non, merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment cool. Je suis un peu, tu sais que le français, c'est pas ma langue la plus forte. Je crois que je parle plus couramment l'espagnol et le portugais, mais on va voir. Et tu sais que tu peux me corriger lorsque tu veux. Pas de problème, Richard, ça va bien se passer, t'inquiète. On a déjà des questions, t'as déjà vu un peu à quoi ça ressemble, alors je pense que c'est pas des questions vraiment, t'as pas besoin de préparer de réponses vraiment, c'est plus, euh, comment je peux dire? C'est des questions auxquelles tu as déjà des réponses, je pense. Ouais, ouais, Mais vu que tu as déjà vu les questions, au moins tu es déjà un peu préparé mentalement, là. ouais, ouais. Et merci pour ça. Ça m'aide vraiment. Comme Euh, non-natif, les entrevues sont déjà un peu nerveuses, ouais. C'est quelque chose qui te donne comment on dit ça? Qui tu peux, euh, oui, mettre on nerveux. dirait ça te rend nerveux. On dirait ça, OK. c'est quelque chose qui te rend nerveux. Oui, oui. Qui me rend nerveux, mais comme non-natif, c'est encore plus, ouais. C'est ça. Non, c'est normal. C'est normal. Mais en fait, je pense que vraiment, justement, faire ce type de live, c'est beaucoup plus spontané que les vidéos YouTube. Alors, ça te permet comment je peux dire, de pratiquer un autre type de français parlé, si on veut. Parce que quand Oui, tu parles avec un script ou pas nécessairement un script, mais quand tu as déjà vraiment bien planifié, tu as répété plusieurs fois, c'est pas la même chose. Là, vraiment, t'es un peu plus, oui, comme tu dis, c'est un peu plus, ça rend un peu plus nerveux parce que je sais que c'est comme plus, euh, oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai je bien compris. Et c'est pas un monologue. Normalement, je fais des monologues avec moi-même, ouais, mais avec une autre personne, je sais, tu peux me demander n'importe quelle question et ouais, ça va être un peu plus spontané. Ouais, non, c'est ça, c'est différent quand. Même moi, je suis content de t'avoir ici parce que je commençais à être un peu. Excuse-moi, j'essaie de comme ajuster mon téléphone parce que, comme je te dis, mon setup est pas parfait. J'allais dire, même moi, je suis un peu content que tu sois ici parce que je commençais à être un peu tanné aussi de faire mes lives tout seul. Oui, je comprends. C'est bien d'avoir un peu plus je sais pas, de variété des fois, puis de changer un peu de dynamique. Oui, tout à fait. Euh, j'ai, il y a quelques personnes qui m'ont écrit. Salut Raphaël. Euh, je vais juste répondre à la question avant de Mhm. commencer le live. Ben, en fait, avant de commencer de rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Alors, il y a quelqu'un qui dit, ben, quelqu'un. Il y a Raphaël qui dit, je voudrais commencer par une question et une réflexion. Dans un article du journal La Presse qui parlait du déclin du français, le mot stopper a été utilisé. J'ai bien ri sur le moment, car le déclin y était déjà présent. Il semble que dans la vie de tous les jours au Québec, les anglicismes fassent partie intégrante de la langue malgré les efforts de l'OQLF. Quelle est votre opinion à ce sujet? D'ailleurs, Raphaël, si tu veux en apprendre un peu là-dessus, Richard a fait une vidéo très intéressante sur les anglicismes récemment sur YouTube. Et je suis assez d'accord, je peux même pas parler français. Je suis assez d'accord avec Richard sur le sujet des anglicismes. Je pense qu'il faut être un peu plus nuancé. Je pense que le discours sur les anglicismes est souvent très noir et blanc. Je pense que ça vaut la peine d'être un peu plus nuancé. Moi, je pense pas que l'idée c'est d'être anti-anglicisme. Moi, je suis pas anti-anglicisme. Je pense qu'il y a certains contextes où c'est approprié de les utiliser et d'autres contextes où c'est moins approprié. Certains anglicismes sont un peu plus passent un peu mieux aussi que d'autres. C'est ça, c'est très contextuel, c'est ça.
et c'est un sujet assez nuancé, je pense, en fait, qui vaudrait la peine d'être un peu plus nuancé. Et je pense que Richard est d'accord avec moi là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Comme tu as dit, je viens de faire une vidéo sur ce thème et fait que si tu veux regarder, savoir mon opinion, je crois que je mets, euh, dans ce moment-là, ça va être un peu plus difficile pour moi de m'exprimer exactement ce que je veux dire, mais je suis d'accord avec Antoine que je suis pas contre les anglicismes, mais je crois que il faut comprendre les types des anglicismes qui existent et dans quel contexte on doit utiliser les, les divers types des anglicismes. Oui, puis je pense que ce que j'avais vraiment aimé dans ton vidéo, Richard, c'est que tu parlais de la différence justement qu'il faut faire entre les anglicismes et le franglais. Et aussi le fait que parler en parler français avec des mots anglais, avec des anglicismes, c'est pas la même chose que d'abandonner le français au profit de l'anglais. Ouais. Et je pense que ça, c'est très important à mentionner, c'est que utiliser des mots ici et là qui sont anglais, c'est pas ça qui menace le français. Ce qui menace le français, c'est si les francophones arrêtent de transmettre la langue à leurs enfants, arrêtent d'utiliser le français même entre eux. Quand tu vois par exemple des francophones qui parlent anglais entre eux parce qu'ils pensent que l'autre personne ne parle pas français, même si c'est deux francophones, là c'est vraiment qu'on dit, oh mon Dieu, c'est rendu que le français devient la langue commune même entre francophones. Ça, c'est des circonstances où selon moi, on peut vraiment parler de déclin. Quand on peut voir que l'usage, en fait, social, c'est l'anglais qui prime. Je pense que ça, c'est un indicateur beaucoup plus grand que utiliser le mot stopper ou le mot week-end. Euh, alors, c'est ça. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. C'est très intéressant, Raphaël, d'avoir apporté cette idée. Je te recommande fortement d'aller voir la vidéo que Richard a faite sur YouTube. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, on va parler du parcours linguistique à Richard, un peu, ben, surtout avec le français. Richard a appris plusieurs langues, mais il va nous parler surtout de son expérience avec le français et plus particulièrement avec le français québécois. Et j'ai déjà quelques questions ici que j'ai pris en note. Ciao, Irene. Oui, alors, on va commencer avec la première question, Richard. Je vais juste aller la chercher. Alors, la première question, c'est comment tu as commencé à t'intéresser ou dans quel contexte est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux langues? Bon, ouais. La réponse la plus courte, c'est quand je suis tombé en amour avec la culture latine, c'est ça, avec l'espagnol. Sans t'affronter, c'était pas avec le français. Parce que j'ai commencé avec le français au lycée, au secondaire, mais tu sais que c'est pas la même chose d'habiter à l'extérieur de ton pays. Parce que, par exemple, j'ai habité au Guatemala, j'ai habité au monde latin, latino. Et c'est ça, c'est là où j'ai appris l'espagnol et je suis tombé en amour avec cette culture et aussi avec la langue. Et après, quand je suis retourné à l'université, j'ai pensé, je devrais étudier le français aussi parce que ça serait le fun. Et j'ai pensé que ça serait plus facile parce que maintenant, je parlais couramment l'espagnol. Mais ce n'était pas vraiment le cas. Le français, d'après moi, c'est vraiment plus difficile que l'espagnol. Et aussi, j'habitais pas en France, j'habitais pas au Québec, c'était toujours le système scolaire qui était un peu plate pour moi. Mais j'ai reçu mon diplôme, j'ai eu 2 minors en français et en espagnol parce que je suis ingénieur chimique. J'ai étudié l'ingénierie chimie euh, à l'université, mais je voulais quelque chose de différent à l'université. C'est pour cette raison que j'ai choisi l'espagnol et le français. Mais après l'université, j'ai perdu un peu ma motivation, mais j'ai eu des conférences pour mon travail à Portugal, par exemple. Et j'ai pensé, je vais étudier le portugais. Et j'ai étudié pour comme 2 mois, mais j'ai rien compris quand je suis allé au Portugal. Et ensuite j'ai eu une conférence en Roumanie
Et j'ai pensé, ah, c'est aussi une langue latine, je vais apprendre le roumain. Mais c'est vraiment plus difficile. Il n'y a rien à voir. Pour moi, c'était vraiment tellement différent de l'espagnol et du français. Fait que quand j'étais allé en Roumanie, je ne pouvais pas m'exprimer. Et après ça, on pensait qu'on allait habiter en Allemagne. Fait que j'ai commencé à étudier l'allemand. Mais euh, après tout, j'ai pas reçu le travail, la position pour travailler en Allemagne. Fait que Le poste. Mhm. le poste, fait que j'ai perdu ma motivation avec mon objectif avec l'allemand. Et avec les trois langues que j'ai échoué, le portugais, le roumain et l'allemand, j'ai utilisé des ressources comme Duolingo et tout ça, et je savais pas vraiment comment étudier, apprendre une langue. Et je dirais que c'était avec la pandémie quand j'ai commencé à parler avec des Brésiliens tous les jours et je crois que c'était pour cette expérience avec la culture brésilienne que je suis tombé en amour avec cette culture aussi. Et c'est dans ce moment quand je me suis dit, en fait, j'aimerais connaître autre culture française, autre culture espagnole. Et ça, c'est quand je me suis rendu compte que c'est le contact, la connexion culturelle et parler avec des gens réels, pas seulement lire des livres grammaticaux, je sais pas. Grammatico. Oui, grammaticaux. Euh, c'est dans ce moment-là quand je me suis rendu compte que c'est pour cette raison que je veux apprendre des langues, pour parler avec des gens d'autres pays et pour connaître des nouvelles cultures, c'est ça. Wow, c'est super intéressant. En fait, c'est drôle parce que moi aussi, j'ai commencé à m'intéresser aux langues à travers l'espagnol. C'était mon premier, comment je peux dire, Amour, ouais, mon premier amour, ouais. mon premier coup de cœur avec les langues, c'était l'espagnol. Et ensuite, ce que tu racontais aussi avec le côté social, moi aussi, c'est ça qui m'a aussi motivé à continuer avec les langues parce que je me rendais compte de, comment je peux dire, c'était très satisfaisant de voir que les personnes, à quel point, en tout cas, je voyais souvent les gens super heureux quand ils entendaient même juste une phrase dans leur langue. Tu vois à quel point la personne apprécie et est content de voir que tu t'intéresses à leur culture. Et j'ai aussi, j'avais commencé à voir à quel point parler dans la langue de, de différentes personnes, tu pouvais connecter avec ces gens-là de façon beaucoup plus profonde, en fait. Oui, tout à Parce que fait. c'est ça, parler dans la langue seconde de la personne, c'est pas la même chose. Et c'est ça, moi, je pense que c'est comme un peu ça et le mélange, si on mélange ça avec mon envie de voyager, mon envie de connaître la géographie, l'histoire de plusieurs pays. Alors, je pense que, on a tous les deux un peu cette curiosité pour les autres cultures. Et je pense que c'est cette curiosité-là, finalement, qui nous aide à rester motivés, non? Oui, oui, tout à fait. Et avec mes conférences, parce qu'avant la pandémie, je voyageais beaucoup et j'avais pensé que, ah oui, je vais avoir une conférence en Allemagne, je vais m'intéresser pour l'allemand pour quelques mois, mais ça, c'est un peu plate parce que une conférence, c'est pas la situation où tu vas vraiment connaître la culture. Tout le monde parle en anglais aux conférences comme ça, scientifiques. Fait que, c'était avec la pandémie chez moi où je me suis rendu compte que sans les conférences, seulement avec la technologie, tu peux vraiment connaître des nouvelles cultures sans voyager. J'aime voyager, mais c'est trop cher, honnêtement. C'est pour ça que maintenant, j'utilise la technologie pour me mettre en contact avec les autres cultures. Oui, mais en fait, c'est que c'est ça, c'est finalement, oui, voyager, c'est génial, mais quand tu peux pas voyager, ben, tu peux voyager virtuellement. Tu sais, Oui, tu peux t'immerger dans la culture à travers la technologie. En fait, la technologie, je serais curieux de savoir si, grâce à la technologie, on n'a pas plus de personnes polyglottes dans le monde qu'autrefois. Parce que c'est tellement plus accessible.
d'apprendre Ouais. une langue étrangère, même des langues étrangères qui sont très, très différentes de notre langue maternelle ou même des langues maternelles, des langues étrangères qui sont pas très parlées dans notre pays. Euh, Tu sais, moi, quand je pense au fait que j'ai appris le danois ici au Canada, que c'est, j'ai passé au total dans ma vie 4 semaines au Danemark. 2 semaines le premier voyage, le premier séjour et 2 semaines tout récemment. Alors les gens, des fois, quand je leur dis que je parle danois, ils s'imaginent que j'ai passé 1 an au Danemark ou 2 ans au Danemark, qu'en réalité, presque tout mon apprentissage du danois s'est fait ici au Canada. Alors, Ouais. les gens, je pense, ben, certaines personnes sous-estiment euh, à quel point la technologie a vraiment ouvre tellement de portes pour l'apprentissage finalement de langues étrangères. Oui, Ouais. et j'aimerais croire que tout le monde, que la technologie a vraiment ouvert des portes, comme tu as dit, mais je sais qu'il y a plein de gens comme moi qui sont un peu qui, ignorants des opportunités avec la technologie. Par exemple, j'utilisais, avant la pandémie, j'ai essayé de maintenir mes langues, le français, l'espagnol, en utilisant le Duolingo, c'est un c'est une bonne, je sais pas, c'est une bonne technologie pour étudier les langues, mais c'était pas ce que je veux vraiment, c'est de parler avec des gens réels, de la vie réelle. C'était pas assez l'approche communicative, on peut dire. Oui, oui, parce que je savais pas que les applications comme HelloTalk existaient et tout ça. Je savais pas que c'était possible de trouver Oui, des partenaires linguistiques. Et je crois que il y a une barrière pour entrer dans cet univers de la technologie avec les langues. Parce que oui, c'est c'est ça. pas quelque Il chose faut que tout le savoir, monde parle sur ça dans la vie, dans la c'est- rue. Ouais. non, c'est ça. Il faut savoir quoi, faut savoir L'expose. que ça existe finalement. Oui, oui. Parce que comme tu dis, on est conscient, presque tout le monde est conscient que la technologie, ben, que ça ouvre des portes, mais peut-être pas, peut-être que on sait pas ouvrir les bonnes portes nécessairement. C'est En ça. passant, t'as une question dans les commentaires, il y a quelqu'un qui te pose une question, Richard. Ah ouais, ouais. Raphaël, pour les gens, parce que je crois qu'après le live, on va pas voir les questions, fait que je vais la lire. C'est, avez-vous une wish list pour les prochaines langues que vous aimeriez apprendre? Ouais. Maintenant, c'est simplement l'italien. C'est la prochaine langue que je vais apprendre. Mais après ça, c'est difficile de savoir si je vais m'arrêter avec les langues latines. Peut-être parce que j'ai des amis roumains en fait, avec la conférence et mes voisins qui étaient roumains, c'était pour ça que je m'intéressais pour cette langue. Et c'est possible que je retourne à cette langue, mais je sais pas trop. Mais je pense que c'est bien aussi c'est vraiment cool. Moi, des fois, je fais ça aussi, des wishlists. Mais je pense que des fois, c'est bien aussi de pas trop se concentrer sur des langues D'une famille? potentielles qu'on apprend. Ah, ok. Parce que, parce que, parce que des fois, ça nous enlève un peu, je veux dire, on est moins motivé avec les langues qu'on étudie Ouais. présentement parce qu'on veut déjà passer à la prochaine. Alors, je pense que c'est bien aussi ben, c'est intéressant aussi Mais, de voir, ah, j'aimerais ça apprendre ces langues-là. Moi, je le dis des fois, voici les langues qui m'intéressent. Mais je te dirais, Richard, que je suis beaucoup moins, j'en parlais justement à un ami récemment, je suis beaucoup moins dans cette mentalité que, ah, il faut que je passe, il faut que je me dépêche avec les langues que j'ai maintenant pour pouvoir passer aux prochaines. J'essaie vraiment d'être plus, de profiter vraiment plus de l'apprentissage des langues que j'étudie déjà. Et de me dire aussi que des fois aussi perfectionner les langues qu'on parle déjà, c'est peut-être même une meilleure idée que d'ajouter d'autres langues parce que moi, selon moi, vraiment le plus difficile dans l'apprentissage des langues, c'est pas d'apprendre la langue, mais c'est de la maintenir parce que après, si tu arrêtes de l'utiliser, si t'es plus en contact avec les gens de cette communauté linguistique-là, c'est facile que tes langues. En fait, c'est facile de perdre le niveau un peu. Ça veut pas dire que tu l'oublies complètement, la langue, mais c'est sûr que pour maintenir le même niveau, il faut aussi travailler. C'est un travail aussi, le maintien. Et ça, je pense que c'est sous-estimé souvent. Euh, ouais, ouais. Moi, en tout cas, je pense beaucoup plus à cette question-là ces derniers temps. Ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Comme tu as vu avec mon parcours,
Je peux perdre ma concentration sur une langue facilement, comme j'ai étudié le portugais pour 3 mois et après ça, j'ai perdu complètement ma concentration et ensuite avec l'allemand et tout ça. Et, et vraiment, pour moi, pour de vrai, je veux me concentrer plus sur les langues que j'ai déjà. Et c'est pour ça que tout le monde me demande, ah, quand tu vas commencer avec l'italien, mais j'ai toute ma vie pour apprendre l'italien. Je veux vraiment Oui. pas perdre ma motivation avec les 3 langues que j'ai encore. Et oui, et je sais que c'est pas, il y a des gens qui veulent apprendre comme 10 langues, 20 langues, je sais pas trop, mais pour moi, 4, 5 langues déjà, c'est déjà suffisant pour moi parce que je veux connaître les cultures et je pense que c'est un peu plate de comme laisser tomber une culture pour simplement, je sais pas, je crois que tu me comprends. Oui, non, je te comprends, Richard. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui parlent 10 langues puis qui sont en contact avec toutes ces langues et toutes ces cultures, mais il faut beaucoup de temps, tu sais, surtout si c'est pas si tu travailles pas avec les langues, comment trouver le temps pour jongler toutes ces langues-là, toutes ces cultures? C'est ça, je pense que c'est ça, c'est pas pour tout le monde de parler 15 langues. Et, Ouais, ouais. mais c'est sûr que quelqu'un qui parle 15 langues, ben c'est merveilleux aussi, mais il faut aussi être satisfait de nous-mêmes, en fait, parce que déjà parler 5 langues, c'est déjà vraiment beaucoup plus que la moyenne, hein. Et, Ouais. euh, et c'est ça, je pense que, comme tu dis, moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais quelqu'un qui me demandait, là, je parle 6 langues, c'est parce que je compte quand même l'italien, je suis capable d'entretenir des conversations en italien. Mais il y a quelques années, avant de reprendre l'italien, je disais aux gens que je parlais 5 langues parce que je pouvais pas vraiment compter l'italien. Et je me rappelle que pendant au moins peut-être 10 ans, je parlais 5 langues. J'ajoutais pas d'autres langues. Et je me rappelle que j'avais souvent des gens qui me disaient, Antoine, c'est quand que tu vas apprendre ta 6e langue ou ta 7e langue ou ta huitième Ouais. langue? Et je suis comme, ben en fait, c'est parce que je suis encore en train d'apprendre les 5 langues. Je dirais, et je Ouais. dis ça, les 5 langues, ça inclut aussi le français et l'anglais, que bien sûr, c'est des langues maternelles, mais puisque je suis aussi prof de français et d'anglais, tu sais, il y a toujours ce perfectionnement-là, même dans sa langue maternelle. Alors, les gens qui me disaient ça souvent, c'était pas des polyglottes, c'était des gens qui parlaient juste une langue, Ouais, ouais. peut-être des gens bilingues, qui comprenaient pas à quel point, tu sais, Il faut avoir maintenir, ouais. avoir vraiment un bon niveau dans toutes ces langues-là, de maintenir le niveau, de perfectionner, c'est vraiment beaucoup de travail. Mais tu sais, les gens, des fois, quand ils pensent, ah, lui est talentueux avec les langues, fait que c'est comme s'ils s'attendent juste, ah, j'ai hâte que tu apprennes ta prochaine langue, là. J'attends encore là, que tu apprennes ta 6e langue et j'attends encore que tu apprennes ta 7e langue. Et moi, en fait, ça m'a pas trop affecté, heureusement. Mais je sais qu'avec d'autres personnes, ça pourrait peut-être même nuire à leur confiance parce qu'ils se disent, ah, c'est pas assez 5 langues. Là, tout le monde veut que j'apprenne plus que 5 langues. Et alors, je pense que en tout cas, moi, peut-être que j'ai déjà parlé de ça dans le passé, là, mais je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que il y a cette pression sociale aussi. Quand tu es polyglotte ou que tu aimes beaucoup les langues, tu es passionné par les langues, des gens qui sont pas nécessairement dans le milieu des langues peuvent un peu être comme des spectateurs, hein. Ils te regardent vraiment, sans vraiment comprendre c'est quoi Ouais. ton processus d'apprentissage et c'est comme, ah, vas-y, là, apprends une autre langue, là. Puis c'est pas aussi simple. Alors, en Ouais. tout cas, je vais juste faire la parenthèse avec ça. Non, non, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Ouais, cool. Alors, je vais passer à la prochaine question. C'était, quelle a été ta motivation pour apprendre le français et plus particulièrement le français québécois? Bon, bonne question. Avec le français, je dois être honnête. J'étais jeune, j'étais au secondaire quand j'ai choisi le français et c'était simplement parce que je voulais être différent. Toute ma famille a appris l'espagnol et parle l'espagnol et c'était la langue que tout le monde a choisi à l'école, au secondaire et je voulais être différent et aussi parce que je savais qu'il y avait plusieurs filles les femmes, plusieurs femmes dans les cours français. Et, ben oui, mais avec le français québécois. Et ensuite, j'ai dû choisir le français une deuxième fois parce que après avoir appris l'espagnol et retourné à l'université, j'ai choisi le français comme un minor à nouveau. Ouais. Mais avec le français québécois,
ça c'était quelque chose il y a un an que j'ai choisi le québécois parce que pendant la pandémie, quand j'ai appris le portugais, je me suis rendu compte que cet aspect de la culture, c'était vraiment important pour moi, pour apprendre et pour avoir de la motivation, parce que j'avais complètement perdu ma motivation avec le français, parce que je sentais pas aucune connexion avec la France, parce que je connais personne en France et tout ça. Mais en fait, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne avec les 7 raisons pour lesquelles j'ai choisi le québécois. Je vais partager sur mon 2. J'ai déjà dit que j'ai perdu ma motivation, mais la raison la plus importante, c'était parce que j'ai un ami très proche qui est québécois. Et il m'a aidé vraiment beaucoup à l'université pour apprendre, pour pratiquer le français, mais parfois il disait, bon, les Français vont dire ça, mais je dirais l'autre, quelque chose comme ça. Et je savais vraiment rien, je savais pas que le Québécois avait plusieurs choses différentes, mais bref, ma réponse, c'est que j'ai un ami proche qui est québécois et je voulais pratiquer avec lui dans, en utilisant les thèmes, les québécismes, la prononciation, tout ça, comme il parle dans la vie quotidienne. C'était pour cette raison principalement. Et Ouais, on parle, c'est une et très bonne raison. je parle avec lui en français, en québécois, et c'est vraiment le fun. C'est vraiment plus amusant, plus le fun que parler avec lui, où il faut qu'il change sa façon de parler pour que je lui comprenne. C'est ça. Ouais, non, pour que je le comprenne. Que je le Le comprenne. comprendre. OK. Non, c'est sûr que quand comment je peux dire, quand tu apprends une variété de langue qui est différente en fait, si t'es pas en contact avec la variété de langue que tu apprends, par exemple, toi, tu dis que tu connaissais pas vraiment de français, mais tu connaissais un québécois, c'est sûr que ça a beaucoup plus de sens pour toi d'apprendre le français québécois parce que la, la personne avec qui tu as le plus de contact qui parle Ouais, français, c'est pas un français, c'est un québécois. oui, Et ça, c'est la même chose pour moi quand les gens me disent pourquoi tu as appris le portugais brésilien plutôt que le portugais européen. Je connaissais pas de portugais et je connaissais plein de brésiliens. Est-ce que c'est parce que je trouve que c'est plus beau? Non. Il y a des gens, des fois, ah oui, le portugais brésilien, c'est plus beau que le portugais européen. Moi, honnêtement, je trouve que les deux variétés sont belles. Ça n'a jamais été la raison. La raison était simple. Je connaissais plusieurs Brésiliens et je connaissais presque aucun portugais. Alors, c'était juste quelque chose de logique finalement. Hein? oui, exactement. Et aussi, je voulais dire que c'est pour ça que mon expérience à l'université, c'était vraiment plate parce que j'avais pas le choix. Comme à l'école, si ton prof est français, tu peux pas comme choisir le québécois à l'université. Vraiment, je savais pas que la variété québécoise existait vraiment comme qu'il y avait des différences. Et c'est pour ça que j'aime étudier les langues comme chez moi ou vraiment être, quel est le mot? En portugais, c'est comme autodidacte. Ça existe Autodidacte. Autodidacte. autodidacte, oui. Mhm. Autodidacte pour étudier les langues parce que tu peux choisir la variété que tu veux. Tu n'es pas comme obligé pour la variété que ton prof parle. Je sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai que le français québécois, je pense qu'à l'extérieur du Québec, ou en tout cas du Canada, je pense pas que ça s'enseigne, en fait. Je Je pense pas doute, qu'il oui. y a, je pense pas qu'il y a vraiment. Ben, je sais qu'il y a des Québécois qui habitent de plus en plus dans les pays de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique latine en général. Alors peut-être que oui, il y a des profs québécois qui enseignent le français en Colombie ou au Mexique, puis qui bien sûr pour cette raison-là, ben, les élèves vont peut-être plus imiter l'accent québécois et avoir plus des tournures de phrases québécoises. Mais de vraiment aller à une école de langue où c'est vraiment comme explicite là, que ça, ok, vous allez apprendre le français québécois, ça non. Ben, déjà, c'est vrai Ouais. que quand on est débutant, c'est vrai qu'au niveau A1 ou en tout cas A0, il n'y a pas les plus grandes différences. La plus grande différence, c'est vraiment la prononciation. Parce que
quand on parle de vocabulaire vraiment basique comme l'arbre, la rue, la ville, les mots sont les mêmes en général. La plus Oui, grande différence, ça serait les vêtements, hein. Si on parle de, d'un chandail ou d'un pull, si on parle d'une tuque ou d'un bonnet, ça oui. c'est sûr que même au niveau débutant, ben ça c'est quelque chose qui est quand même très différent. Mais à part les vêtements, vraiment, pour les débutants, je pense que la seule différence qu'on peut remarquer, c'est la prononciation. Et je sais que même ceux qui sont complètement débutants, ils entendent même pas la différence entre l'accent français et québécois. Alors, Oui. mais c'est vraiment, c'est ça. C'est plus quand on arrive au niveau intermédiaire que ça devient très important de choisir un peu la variété de français qu'on veut perfectionner. Oui, oui, tout à fait. Et on retourne à ce sujet de la technologie parce que maintenant, avec la technologie, tu peux choisir l'accent, la variété, la culture que tu veux connaître. Et oui, il faut entraîner tes oreilles pour vraiment écouter, entendre les différences entre le français et le québécois. Pour un débutant, c'est la même chose. On ne va pas percevoir ça. Mais Mhm. oui, en fait, j'ai eu un prof québécois à l'université et je me suis rendu compte, mais je n'ai pas réalisé les différences. Fait que je sais pas trop. C'est possible qu'il ait changé sa façon de prononcer ou c'est simplement parce que j'avais pas le niveau pour vraiment Mhm, ouais. percevoir la différence. Je sais pas. Mais Non, non, c'est sûr j'aimerais que parler avec lui maintenant et voir, ah, wow, tu parles comme vraiment le Québécois. Oui. Mais oui. je savais pas dans ce moment, dans cette époque. Non, c'est normal, c'est normal. C'est comme moi avec l'italien surtout parce que c'est la langue la plus récente là, que j'ai apprise. Euh, il y a 2 ans, quand j'entendais un Romain parler ou un Vénitien parler, quelqu'un de Venise, j'avais pas entendu la différence. Mais maintenant, c'est sûr que je sais qu'ils viennent pas de la même région d'Italie si j'entends ces deux accents. Alors, Ouais, c'est vraiment c'est ça, c'est comme tu dis, c'est que finalement, tu apprends à percevoir les différences, à distinguer les sons, ou même la mélodie, mais c'est quelque chose c'est ça, c'est un processus, là. En ouais. passant, Richard, je vais juste, parce que je l'avais mis dans le chat, là, juste parce que j'ai remarqué que tu disais minor. En français, on peut aussi traduire, on peut dire OK, mineur et OK. majeur. Ouais, Euh, ouais, je voulais juste te dire cette petite note-là. Parfait. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine question? ouais, on peut. Alors, OK, alors, c'est deux questions, mais finalement, c'est la même question, mais un peu divisé en deux. C'était quoi tes objectifs au début avec le français et maintenant, c'est quoi les objectifs que tu as actuellement et alors, en quoi est-ce que tes objectifs initiaux ont changé finalement? Bon, comme tu as dit, comme je t'ai dit, ma motivation, mon but avec le français au début, c'était pour avoir une blonde, c'était ça, ouais. Mais, mais en bref, mes motivations ont vraiment changé maintenant. Ouais, comme tu sais, pour mon travail, j'utilise pas vraiment le français. J'ai des collègues parce que je travaille à un laboratoire national qui a plein de gens des autres pays. Fait que en fait, j'ai un Québécois qui travaille. Je suis pas dans son groupe, mais j'aimerais parler avec lui en français un jour. Mais bref, j'utilise pas le français vraiment au travail. Mais comme tu as dit au début, il y a des gens qui, pour vraiment mettre à l'aise une personne, c'est important de pouvoir parler la langue maternelle de cette personne. Fait que je travaille avec une Brésilienne, une Colombienne, et je parle avec eux, avec elle en fait, avec elle en espagnol et en portugais de temps en temps. C'est pas toujours parce que je sais qu'au travail, il faut utiliser l'anglais la plupart du temps. Euh, le vocabulaire technique et tout ça, c'est en anglais toujours. Mais pour vraiment euh, les connaître, je crois que c'est mieux de parler parce qu'on mange le dîner, pas le déjeuner, mais le dîner, tu sais, ensemble de temps en temps. Et je parle en espagnol parce que c'est
plus facile de parler de la culture colombienne, de la culture brésilienne. Et je crois que mais c'est pas vraiment un objectif. C'est pas pour ça que j'apprends le français. C'est pas pour, je veux parler avec mes collègues en français. Et vraiment, je cherche un but d'ailleurs de simplement parler avec mon ami proche en français. J'ai pas un objectif vraiment concret pour le français, mais mon rêve, c'est que quelque jour, je vais être comme un language coach, un prof des langues, je sais pas. Et je pourrais peut-être enseigner le portugais, l'espagnol, le français, ou sûrement aider les gens à suivre ses rêves, leurs rêves d'apprendre ces langues. Mais ça, c'est mon rêve pour ma carrière, peut-être dans l'avenir un peu loin Ok, alors d'aujourd'hui. t'aimerais peut-être changer de carrière alors. Oui, c'est comme mon père aussi, il parle l'espagnol et il aimait pas vraiment sa carrière pour comme 30 ans, 40 ans presque. Et après, c'est quand il a travaillé avec l'espagnol et j'imagine quelque chose comme ça, que quand j'aurai 60 ans, peut-être, je vais changer complètement, je sais pas. C'est, c'est une nouvelle idée que j'ai pas vraiment développée, je sais pas. Non, c'est cool, je savais pas que t'avais cette idée-là. Oui, Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Et puis en plus, avec les objectifs, ça peut toujours être en évolution, hein, les objectifs qu'on a dans une langue. Et je pense que ce que tu disais aussi, pour l'instant, t'as pas d'objectif autre que de parler avec ton ami québécois, mais t'as pas besoin d'avoir un autre objectif finalement. Parce que c'est un objectif assez important pour toi, et tu vas continuer à être motivé parce que tu veux garder oui, ce lien-là et tu veux pouvoir communiquer avec lui et de communiquer encore mieux en français avec lui. Et c'est drôle mhm. parce que avant tu disais que tu voulais apprendre le français pour avoir une blonde. Finalement, t'as pas eu de romance, mais t'as eu un bromance à la place. Ah ouais, c'est ça. Oui, Alors, je vais raconter ça à mon ami. Il va c'est bien. ça. C'est un petit twist Oui, dans oui. l'histoire. Mais non, c'est ça, c'est super cool, Richard. On peut Euh, pas faire ça, bromance, en français. Comment on va jouer avec les mots comme ça? je ne sais pas si on peut dire bromance. J'ai jamais entendu les gens dire avec la prononciation française. C'est pour ça que j'ai dit, OK. tu cherchais une romance, ben, de la romance, et après tu as eu un bromance, mais Oui, peut-être qu'on pourrait dire romance aussi, je sais pas. Ça serait drôle de voir si d'autres francophones ont une autre façon de le traduire, je sais oui, pas. oui. Mais ouais. La prochaine question, c'était quelles sont tes plus grandes difficultés avec le français et est-ce qu'il y a des aspects grammaticaux que tu aimerais améliorer en particulier? Bon, ouais. Il y a plein. Euh, Ma difficulté la plus grande avec le français va toujours être la prononciation, principalement les voyelles. Euh, je- et spécifiquement le français québécois. Si je savais au début que le français québécois avait plus de sons, plus de voyelles que le français européen, peut-être j'aurais abandonné le québécois. Non, c'est une blague, c'est une joke. Mais oui, la quantité des voyelles, des sons vocaux, je sais pas, euh, Vocalique, son vocalique. vocaliques, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment difficile. Comme au Québec, il faut différencier, distinguer entre j'aimerais. C'est un exemple que le portugais m'aide un peu et c'est pour ça que j'aime euh, pas mélanger, mais voir les connexions avec les deux langues et toutes les langues. Mais bref, en tout cas, une difficulté grammaticale pour moi, c'est l'utilisation de i et un comme Hmm. je sais pas, je vais toujours. Il y a des exemples que je peux me rappeler comme qu'est-ce que t'en penses au lieu de qu'est-ce que tu penses de ça. Mais c'est Mhm. pas, c'est quelque chose qui, je sais pas si ça existe en italien. Je sais pas qui Oui, en ça et existe i, ça en existe. italien, Ok, ça existe aussi. ok. Ouais, ouais. Et i aussi comme Ouais. on y Mais arrive, en on y italien, va. en italien, c'est né
pour un et OK. chi pour i. Ah, OK. Mais on- Et ça ça existe veut aussi dire en que... catalan. Ça existe aussi en catalan. En fait, Ah, OK. euh, ouais, en fait, je pense que dans beaucoup de langues de la péninsule italienne, on peut dire, et aussi le catalan, l'occitan, je pense que oui aussi, parce que l'occitan ressemble beaucoup au catalan. Alors vraiment, c'est l'espagnol et le portugais qui sont un peu Sont bizarres. l'exception, mais pour moi, parce que je parle plus couramment l'espagnol et le portugais, ça me vient pas à l'esprit dans le moment de parler. Oui, non, je comprends. Quand j'écris un message de texto comme avec toi, je vais me corriger toujours. Je vais écrire une phrase et dire, ah, je pourrais utiliser un i pour simplifier la phrase et je vais me corriger, Ouais, mais dans la vie réelle, la vie quotidienne, quand tu parles avec quelqu'un, c'est un peu plate de se corriger tout le temps comme, ah, j'aurais dû dire comme ça. Ouais. Mais c'est, ouais, je pense que c'est bien aussi d'accepter des fois que, ok, je l'ai dit de façon incorrecte, mais c'est pas la fin du monde. Je vais pas ouais, revenir en ouais, arrière. ouais. Mais c'est vrai que c'est pas juste ta plus grande difficulté à toi, c'est la plus grande difficulté de beaucoup de mes élèves, en fait. Mm. Euh, Surtout les anglophones et les hispanophones. Et c'est surtout parce que c'est tellement difficile à expliquer comme dans quel contexte on utilise le en, dans quel contexte on utilise le i. Tu sais, il y a une idée générale de le i, c'est pour des endroits, tu sais, c'est pour Mhm. faire référence à un endroit. Le en, c'est pour faire référence à quelque chose Donc, qu'on a mentionné, c'est un mm. sujet. Mais Ah, c'est beaucoup plus difficile. C'est comme tu peux l'expliquer, mais après, c'est vraiment difficile de l'intégrer et que ça devienne quelque chose de naturel et de spontané. Ça, en fait, je dirais que même moi, en tant que prof, c'est une des choses les plus difficiles à enseigner mm. parce que c'est une des choses les plus difficiles pour mes élèves. Et je leur explique, même avec les explications, avec les exercices. Après, c'est sûr que ce que je peux dire aux gens, et je pense que c'est peut-être la meilleure option pour les gens, parce que j'ai l'impression qu'avec les exercices, les gens avancent pas nécessairement très rapidement. Alors moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut vraiment juste imiter ce qu'on entend. Quand tu entends un contexte avec le en, comme par exemple, veux-tu du chocolat? Oui, j'en veux. Et en fait, plus tu observes les contextes où ça a lieu, plus tu as des chances de l'utiliser toi-même. Alors, je pense Ouais. que vraiment d'être très observateur, de répéter, de faire du shadowing, justement, je pense que ça peut même être plus bénéfique que de faire des exercices de, OK, ajouter le en dans la phrase. Je sais pas. J'ai l'impression qu'avec beaucoup de mes élèves, les exercices, ça marchait pas très, très bien. Et après, c'est sûr que c'est pas juste pour le en et le y et le i. Il y a beaucoup d'aspects grammaticaux que, selon moi, ça prête beaucoup mieux en contexte Ouais. que à travers des exercices grammaticaux. Et Ouais. après, c'est sûr que si tu fais un mélange des deux, peut-être que c'est encore mieux. Mais souvent, le problème, c'est que les gens dépendent entièrement sur les exercices et font pas du tout comment je peux dire, d'apprentissage en contexte, c'est ça. Ouais. Je suis complètement d'accord. Je vais additionner quelque chose parce que pour moi, il y a plusieurs raisons que ça c'est difficile pour ce que tu viens de dire sur les exercices et tout ça. Ce que je fais, c'est parce qu'avec les exercices, tu sais déjà qu'il faut utiliser ce mot. Ton cerveau est déjà en train de penser dans cette règle, mais dans la vie réelle, tu vas pas penser, ah oui, c'était le chapitre 40 où j'ai appris cette leçon, mais oui, pour moi, il faut, pour une règle comme ça, qui c'est difficile, qui c'est pas naturel parce que ça n'existe pas en anglais et pas en espagnol et portugais, c'est pas de mémoriser, mais de trouver des exemples qui sont vraiment courants, que tu peux simplement, comme une phrase préécrite, une phrase préparée. En anglais, on dirait comme, qu'est-ce qu'on dirait? Je sais pas. Mais par exemple, je viens de dire, qu'est-ce que tu en penses? Je parce que si j'essayais d'utiliser la règle que j'essaie dans mon livre, je dirais, c'est quand tu as le mot de, tu dois le remplacer avec un, mais si j'ai déjà dit de, c'est trop tard. Si j'ai déjà dit, qu'est-ce que
tu penses qu'est-ce que tu en penses? Et il faut comme, c'est trop tard quand tu penses dans le mot de ou a pour i. C'est pour ça que j'utilise des phrases comme vas-y, ou il faut y aller, ou des exemples que sont simplement un exemple très courant que je peux utiliser sans penser, sans réfléchir. Ça sort simplement naturellement de moi maintenant. Et les autres exemples plus compliqués, avec le temps, petit à petit, je vais ouais, les utiliser. Ouais, j'aime ce que tu viens d'ajouter. C'est pas additionner en passant, c'est ajouter. Ajouter, Euh, ouais, ouais, J'aime ce que merci. tu as ajouté, Richard, parce que avec ce que tu viens de me dire, c'est sûr qu'il y a le côté, comme je t'ai dit, s'exposer, le côté plus passif, d'écouter beaucoup, Mhm. d'entendre beaucoup ces usages-là. Mais ce que toi, tu as ajouté que je trouve vraiment très pertinent, c'est justement de les utiliser. Si tu l'apprends, si tu as fait, tu peux faire des exercices. Hein. Je veux pas que les gens pensent que je dis, une fois les gens me disent, Antoine, t'aimes pas la, une fois quelqu'un me dit, Antoine, t'aimes pas la grammaire. Non, j'ai jamais dit ça. Mais je pense pas que des exercices grammaticaux, c'est suffisant. Je pense que si tu as fait un exercice grammatical, génial. Mais après avoir fait l'exercice, tu peux prendre tes phrases préférées ou les phrases que tu penses qui sont les plus utiles. Tu peux les noter. Tu peux faire ta propre phrase. Pas juste se limiter aux phrases qu'on a déjà écrites pour toi. Crée tes propres phrases ou écris un texte avec un, avec i, ou même, tu sais, essaie dans la même semaine, tu peux essayer de l'utiliser avec un ami francophone, tu sais, dire, ah, je vais essayer de l'utiliser dans cette conversation-là avec mon ami. Alors, c'est ça, c'est vraiment d'être, comme en anglais, je sais, en français, je pense qu'on peut dire intentionné aussi, ouais, je pense ça se dit, d'être vraiment intentionné, vraiment d'avoir l'intention d'utiliser parce que c'est pas juste une question d'apprendre des règles. Et justement, comme tu dis, dans un contexte spontané, dans d'une conversation spontanée, tu peux pas penser, ah, est-ce qu'il y avait le de ici? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est dans cette syntaxe-là? Ouais. T'as pas le temps de penser à tout ça. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment que ça devienne un automatisme. Et la seule façon que ça devienne un automatisme, c'est comme tu dis, il faut les utiliser, faut, faut les pratiquer. Et je pense que c'est ça. Je pense que Ouais, faudrait que j'en parle plus à mes élèves, justement, parce que j'ai des élèves qui, en ce moment, ils sont en train de souffrir avec le 1 et le 2. ouais. Et qu'est-ce que tu en penses? Parce que je sais que pour moi, l'habilité je sais pas, la capacité que je développe pas vraiment, c'est l'écrit. J'écris pas beaucoup, mais quand j'écris, j'écris des textos, des messages du texte. Qu'est-ce que tu en penses de, de pratiquer les règles grammaticales que tu as de la misère? Ouais, c'est difficile de poser cette question, Avec mais lesquels, les règles avec lesquels, oui. grammaticales avec lesquelles tu as de la misère. Oui, oui. En écrivant, parce que j'imagine que c'est un peu moins stressé, c'est quelque chose que tu peux réfléchir un peu pour penser, ah oui, c'est vrai, cette règle existe. Parce que dans la vie, quand tu parles, je crois que c'est pas, c'est inutile de vraiment réfléchir trop pour parler avec une personne, mais Mhm. dans les Mhm. messages, peut-être tu peux réfléchir un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis à 100% d'accord et c'est pour ça que je dis à mes élèves souvent, j'ai des élèves des fois qui, aujourd'hui, non pas aujourd'hui, cette semaine, j'ai eu un nouvel élève qui m'a contacté pour commencer des cours avec moi et une des premières choses qu'il me dit, c'est que, ah non, mais moi, je veux pas écrire. J'ai pas envie de faire d'écrit, je veux juste apprendre à parler, je veux vraiment avancer, progresser avec mon français oral. Et j'ai dit, mais je veux que tu saches quelque chose. Je lui ai dit, si tu veux améliorer ton français parlé, écrire le français va en fait t'aider à mieux parler. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe si tu parles souvent mais que tu n'écris jamais? Effectivement, c'est toujours du spontané, tu as moins le temps de te corriger, tu as moins le temps de réfléchir. Et ce qui se passe, c'est que tu peux peut-être développer ta fluidité sans développer ta précision. En anglais, on dit, je ne sais même pas si on dit précision, c'est la bonne traduction, mais en anglais, on dit fluency versus accuracy. Alors, Oui, oui. c'est-à-dire que tu peux parler avec un bon flow, hein, tu peux parler sans hésiter et vraiment de façon fluide, Oui, mais avec plein d'erreurs grammaticales. c'est ça. Et ça, c'est le problème. C'est que si tu fais juste de l'oral,
moi, je le sais parce que j'ai aussi fait cette erreur dans le passé où moi, je suis pas quelqu'un qui a peur de faire des erreurs. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que je communique quand même avec les gens, mais des fois, c'est aussi une mauvaise chose parce que si tu travailles pas sur ta grammaire et tu fais pas de l'écrit ou tu fais pas d'autres exercices ou d'autres types de pratiques pour t'améliorer, pour mieux structurer tes phrases, pour utiliser les bons genres grammaticaux, la bonne syntaxe, en fait, tout ce qui est grammatical finalement, tu peux parler très bien la langue, mais avec beaucoup d'erreurs. Ouais, ouais. Et après, ça dépend des objectifs de chaque personne, hein. Il y a des personnes que ça leur dérange carrément pas de parler vraiment un français cassé, hein, broken French. Mais si tu es vraiment passionné de ton apprentissage en général, tu veux pas parler avec un français cassé. Alors oui, pour répondre à ta question, j'ai fait un peu Non, une non. longue parenthèse. Je pense que écrire, ça peut vraiment t'aider à en fait, mieux parler, parler avec plus de précision, plus d'exactitude. Je pense que c'est plutôt l'exactitude pour dire accuracy. Bon, précision marche aussi, parce qu'en anglais, on utilise accuracy et precision. Dans les cas scientifiques, on va dire precision plus que accuracy. Ouais. Ok, je savais pas. Mais dans la vie quotidienne, accuracy, toujours. Ouais. Oui, oui, Ouais. et tout à fait. Je suis d'accord parce que, oui, pour moi, mais pour mes objectifs, je veux vraiment parler avec des gens. C'est pour ça que je veux pas parler comme parfaitement dans le sens de tellement formel, d'une façon tellement Non, non, formelle. non. C'est pas ça. C'est pour moi que j'aime écrire, mais avec des messages du texte qui sont beaucoup plus informels. Parce que dans mon cas, euh, en mon cas, pour le français, j'ai déjà écrit plein de documents pour ma mineure pour le français, qui c'était des documents vraiment trop formels et je pourrais jamais parler de la façon que j'ai écrit ces documents, mais avec les messages du texte, je crois que ça m'aide vraiment pour dire, comme par exemple, je vais laisser tomber tous les nœuds dans mes messages. Je vais dire, ah, je veux pas, je peux Ouais, pas. Et c'est pour ça que je veux, pour mes objectifs, je veux écrire de la façon que les gens parlent d'une façon trop soutenue qui est ouais, pas naturelle. puis en fait, Richard, quand je dis écrire, ça va aider pour mieux parler, je parlais pas nécessairement d'écrire des textes Oui, oui. académiques ou d'écrire des dissertations, hein. Comme tu dis, ça dépend de tes objectifs. Mhm. Et je pense que même ceux qui veulent faire des dissertations et veulent écrire un français veulent vraiment faire du français scolaire, ben, si ces gens-là ont aussi l'intention de communiquer avec les gens dans la vie réelle, ben, Mhm. écrire des textos aussi, c'est une bonne idée parce que justement, si tu utilises le ne, tu es automatiquement un non-natif. On sait que tu n'es pas natif parce que c'est pas une façon naturelle de parler. Si tu utilises le nous, si tu dis nous voulons aller au restaurant et tu parles à un ami, l'ami va dire nous voulons, on veut aller au restaurant. Et alors, c'est ça. Je pense que après, ça dépend entièrement de chaque personne. C'est quoi ses objectifs? C'est quoi, dans quel contexte il veut utiliser le français? Il y a des gens qui apprennent les langues principalement pour le travail. Et Oui, peut-être que dans un contexte de travail, c'est toujours le vouvoiement, c'est toujours le français correct ou standard. Mais moi, je suis un peu comme toi. Moi, je dirais, j'aime aussi pouvoir changer de niveau de langue, mais j'aime beaucoup aussi pouvoir discuter de façon naturelle avec les locaux. Quand je oui, voyage, même juste avec des amis brésiliens oui, en ligne, je veux pas parler comme si j'étais en train de lire un livre. exact. C'est Oui, pas mon objectif. oui, parce Donc, que même en anglais, je déteste parler d'une façon très soutenue, comme au travail, quand je donne des présentations, ça me dérange, ça me gosse un peu. C'est pas quelque chose que j'aime faire. J'aime parler comme je parle. Et c'est pour ça qu'avec les langues, je voudrais parler comme d'une façon plus informelle. Et ouais, je crois que tu as bien expliqué ce que ouais, je voulais dire. exactement. Puis moi, en fait, je dirais aussi que c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Tu peux me dire si tu as remarqué ça également. Il y a beaucoup d'élèves de français qui ils savent pas tutoyer les gens, en fait. Ils savent juste vous voyez. Et ça, Ouais. en fait, ça sonne surtout pour nous au Québec. Moi, par exemple, je dis toujours à mes élèves,
j'ai pas besoin que vous me vous voyez. Vraiment, j'aime pas ça me faire vous voyer. Je sais pas, j'aime pas ça sentir que je suis plus important que mes élèves. Et je sens que vous voyez, on dit que c'est pour montrer du respect, mais moi, finalement, si mon élève me vous voit et que moi je tutoie mon élève, c'est comme dire, ben, je suis la figure d'autorité. Puis oui, c'est moi le prof, mais je veux pas sentir que je suis une figure d'autorité, puis j'aime pas me Ouais. sentir comme ça. Alors, c'est un peu similaire aussi. J'aime pas ça vraiment me faire tutoyer, me faire vouvoyer par mes élèves. Par contre, après, si je vais dans un commerce, c'est normal au Québec que si tu vas dans une pharmacie, que la madame te demande est-ce que vous voulez un sac. Ça, c'est Hmm. normal. OK. Mais parce que c'est une inconnue, c'est une employée dans un commerce. Mais avec mes élèves, j'essaie toujours d'avoir un lien quand même assez amical avec mes élèves. J'aime ça développer quand même une relation de proximité. Et je sens qu'avec le vouvoiement, ça laisse toujours comme une distance. Oui, oui. Euh, c'est ça. Oui, Et je vais voir si exact. j'ai pas d'autres questions, Richard, parce que c'est vrai que ça fait déjà 1 heure et je veux pas non plus Oui. que ce soit trop long, pas parce que ça m'intéresse pas de continuer, mais c'est parce que je veux pas que que les abonnés soient trop Oui, oui. euh, J'aimerais, accablés. je sais que tu voulais des anecdotes. Est-ce que je pourrais partager? Oui, vas-y, euh, Richard. bon, je voulais simplement partager une anecdote pour le français standard et une anecdote pour le français. Tu as utilisé un mot dans ta question pour les anecdotes. J'ai dû chercher le mot, c'était foufoulé. Quel était le mot? Farfelu. Farfelu, oui, c'était un mot nouveau pour moi. Mais bref, en tout cas, ma première anecdote, c'est pour le français européen, parce que, comme j'ai mentionné, que j'étais allé au Portugal pour une conférence, et parce que j'avais essayé d'apprendre un peu de portugais, mais je ne pouvais pas m'exprimer. Fait que j'ai trouvé quelqu'un dans la rue et j'ai demandé qu'est-ce qu'on dit, de direction pour m'aider à trouver un endroit. Et je ne pouvais pas m'exprimer en portugais, il ne m'a pas compris. Fait qu'il m'a demandé est-ce que tu es français comme tu es français, vous êtes français probablement. Et j'ai dit ah, ouais, je suis français parce que je savais que si je disais non, il allait dire t'es anglais ou t'es américain, ou tu parles anglais ou quelque chose comme ça. Mais et je sais pas si j'ai vraiment, c'est pas le mot, comme trompé, like fooled, l'homme que j'étais français, mais il m'a parlé en français pour comme 30 secondes, 1 minute pour me donner les directions et j'ai passé comme français. T'as passé pour un Français. Pour un français, ouais. Mais, Ouais. ouais, qu'est-ce qu'on dit Ça, pour, like, fool somebody? To fool somebody? tu peux Non. dire Tromper, c'est pas. Est-ce que je l'ai trompé? Je l'ai trompé, on dirait que ça sonne un peu plus négatif. OK. Peut-être que je dirais plutôt je l'ai dupé, peut-être, je l'ai Dupé. dupé. OK, oui, oui. Peut-être C'est un bon dupé, mot. mais s'il y a quelqu'un ici, en fait, qui a un autre synonyme un équivalent qui fonctionnerait là, pour to fool someone, mais moi je pense que j'aurais dit duper. Je pense OK, que je l'ai ouais. dupé. Ouais, mais je sais pas si je l'ai dupé, mais il m'a pas dit comme t'es pas français, t'es pas quelque Ouais. chose de Mais ça. c'est quand même, j'imagine que tu l'as pris un peu comme un compliment. Ouais, ouais. Euh, C'était, ouais. mais ma deuxième anecdote, c'est au contraire, c'est un peu négatif parce que c'est quand j'ai visité le Québec, j'étais allé à Montréal et ça fait 3 ans, 4 ans, je sais pas trop, mais je pouvais pas, j'avais jamais étudié le français québécois, j'avais pas étudié mon français standard non plus et fait que, pour les gens qui ne connaissent pas Montréal, c'est une île, oui, c'est ça, on dit c'est une île et il faut creuser un point pour arriver Il faut à traverser le pont. Mhm. traverser le pont, ok, traverser Mhm. le pont pour arriver à la ville. Mhm. Et, et mon ami qui habite à Granby d'ailleurs, il m'a dit, il faut regarder, écouter la radio pour savoir quel pont traverser. Et j'ai compris complètement rien, en tout, Wow. rien de la radio pour la vitesse, pour l'accent et tout ça. Et j'ai pensé qu'il a dit, traverse ce pont, c'est mieux.
c'est mieux. Mais je crois que j'ai mal compris parce que le pont était complètement, euh, comment on dit, plein de gens, plein de voitures, plein de chars, c'est pas. et, et on a Il est, perdu ouais, comme 2 heures en trafic. Et ouais, c'était notre seul jour à Montréal, c'était vraiment plate de perdre tout ce temps en trafic. Ouais. ouais. Et, Ah, mais wow. c'était ma faute pour pas. Ma blonde dépendait de moi, elle dépendait de mon français et je l'ai, euh, comment dire, comment on dit ça? Euh, like let her down, comment dire? C'est pas la phrase. To Je let l'ai someone down. déçu. Je Déçu, l'ai oui, c'est déçu. ça. Oui, je l'ai déçu, plus ou moins. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, déçu, c'est comme disappointed her. Mais... Oui, oui. D'une façon un peu plus informelle, un peu plus grave, un peu moins grave. C'est pas vraiment Ouais, c'est décevoir. ça. Parce que Ouais, déçu, c'est un peu comme elle était fâchée ou triste contre toi. ouais. Non, peut-être que tu dirais, je sais pas, let her down, comment on dirait. Je l'ai. Je n'ai pas été. Attends, il y a une expression qu'on dit en français avec les attentes. Déceptionné, c'était le mot que je cherchais. Je sais pas si on peut dire Ah ça. non, mais J'ai déceptionné. déceptionné, c'est avec des pas Richard. Non, c'est pas. OK. Un hispanisme, mais pas un hispanisme, en tout cas. Ouais. Décevoir. OK. Décevoir. OK. Mais c'est OK. le même Ouais. verbe, hein? Ouais, ouais. Décevoir et déceptionnage, c'est la même chose, hein? C'est juste OK. qu'en français, on dit pas déceptionner. Ouais, ouais. Euh, Right. mais décevoir, justement, on dirait je l'ai déçu. Alors, ça Ouais, serait ouais. ça. Ouais. Ouais. OK. Oui, ce sont mes 2 anecdotes pour les langues, le français et le québécois, c'est ça. Mais alors, quand tu es venu au Québec, est-ce que tu connaissais déjà ton ami québécois? Oh oui, ça fait comme 20 ans, on s'est connus à l'université. Ok, ça fait Oui, longtemps oui, que tu le oui, connais. oui. Et on était avec sa famille en fait. Il n'était pas là quand on est allé au Québec et on a Euh, on est arrivé, on était chez ses parents, c'est ça. Ok, t'es allé chez ses parents, mais sans lui. Oui, oui, c'est ça. Ok, je comprends. Ok, non, mais je pense que c'est bien d'avoir ce type d'anecdote aussi, Richard, parce qu'avec ce type d'expérience, c'est un peu comme un reality check. Des fois, ok, Ouais, je dois travailler plus fort, j'ai encore du ouais, chemin à faire. Ça m'est exact. arrivé récemment, en fait, au Danemark, que j'ai été confronté à un accent régional du Danemark que j'avais jamais entendu. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que je comprenais beaucoup moins cette personne-là qui avait un accent différent des autres. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je m'expose à d'autres accents régionaux. Et le Danemark, c'est un pays très, très petit. Mais il y a beaucoup de variétés Wow. d'accents. Et alors, j'étais un peu déçu de pas comprendre quand ce monsieur-là parlait. Ben, je le comprenais à 60%, 70% peut-être. Mais toutes les autres personnes, je les comprenais à 80%. Alors, je le comprenais beaucoup moins. Elle dit à 60% versus 80%, c'est quand même assez différent. Alors, c'était un reality check. C'était Oui, vraiment comme, oui, OK, Antoine, tu as besoin de t'exposer à différents accents, d'entendre plus d'écouter plus de danois. Mais c'est ça, c'est une mauvaise chose, mais aussi une bonne chose, je pense. Parce que, c'est ça, ça te permet de évaluer, en fait, ton français. oui, oui. Et ça m'a aussi donné de la confiance pour l'italien. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je me suis rendu compte après mon dernier séjour au Danemark que je comprenais les Italiens presque mieux que les Danois. OK, peut-être que c'est une mauvaise chose dans le sens que le danois, je l'étudie depuis beaucoup plus longtemps, mais en même temps, je me dis, ça veut dire que mon italien, j'ai progressé très rapidement. Oui, oui, Alors, c'est ça, je pense que de prendre ces situations-là et d'en profiter oui, pour s'améliorer. oui, oui, exact. Et en profiter, c'est un exemple de le mot en que j'essaie d'utiliser. Oui, Mais oui, je exactement. crois que ça parle un peu de ta personnalité, que tu n'es pas une personne qui va euh, abandonner une langue parce que tu as eu une expérience mauvaise. Il paraît que ça te motive un peu. C'est pour ça, c'est comme ça pour moi aussi, quand j'ai une expérience, quand j'ai une reality check, comme tu as dit, c'est plus pour me motiver que pour me décevoir, c'est pas, pour me Mais désanimer, décourager. décourager, ouais, c'est ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a certaines personnes que peut-être après avoir vécu ce type d'anecdote,
ça ferait en sorte que ces personnes-là perdent la motivation. Mais Ouais. effectivement, moi, c'est pas ça. Moi, c'est, OK, je veux étudier plus de danois, je veux faire plus de trucs en danois. Et c'est ça aussi, c'est une des raisons aussi que je me dis, non, je veux pas maintenant commencer le turc ou l'allemand ou le norvégien ou d'autres langues qui Exact. m'intéressent. Je veux continuer à perfectionner mon danois. Alors, d'une certaine façon, ça te permet à rester grounded, un Mhm. anglicisme, à rester grounded dans ce que tu fais déjà et de rester concentré finalement sur cette langue-là. Parce que quand tu as l'impression que, ouais, quand tu as l'impression que tu comprends tout, que tout est facile, là, c'est sûr que c'est vraiment le moment où tu peux dire, OK, je suis prêt à passer à autre chose. Mais quand tu as ce Ouais. type de reality check, c'est là que tu dis, ah, bon, peut-être que je devrais continuer à pratiquer cette langue. Ouais, ouais. Ouais. Et ça nous lève à notre dernière question. Je crois que c'est mes suggestions pour les apprenants. Euh, Mhm. Parler avec des natifs. Parce que si tu veux un reality check, parle avec des natifs. Parce que ça va. Parce qu'avec les livres grammatiques, tu vas se sentir très à l'aise. C'est pas, comment dire ça, comme really comfortable. Tu vas penser que Ah, nice, ouais, c'est bon. OK, tu es comme le meilleur apprenant de ta classe parce que, ah ouais, je parle mieux que tous les autres élèves, tous les autres apprenants. Mais parler avec un natif, ça va être ton reality check. Et c'est pour ça que et je crois que tu parles toujours avec des natifs, plus ou moins. Et c'est pour ça que moi aussi, je veux me défier un peu, avoir ce défi pour me rappeler que, ah ouais, j'ai beaucoup il reste beaucoup pour moi d'apprendre, je ne sais pas comment dire Oui, ça. c'est surtout comme tu dis, si tu te compares à d'autres apprenants ou apprenantes qui sont moins bons que toi, c'est facile d'avoir un peu trop d'ego et de dire, Oui, oui, ah, je suis le meilleur, oui, oui. personne je suis imbattable et tout. Et quand tu es confronté à une situation réelle avec un natif, là, tu te rends compte que, oh, je fais beaucoup d'erreurs, ah, j'ai besoin de pratiquer ma compréhension ou ma prononciation ou en tout cas plein d'autres trucs. Ouais, Alors, je trouve que c'est vraiment ouais, c'est une très bonne, un très bon ouais. conseil. Genre. Et autre exemple de ça, si tu es YouTuber et tu peux faire de la montage pour tes vidéos et paraître parfait avec ta langue, faire un live avec un natif et tout le monde va voir toutes tes erreurs comme on a vu aujourd'hui. Non, non, c'est pas grave, Richard, t'as pas fait tant d'erreurs. Euh, de toute façon, c'est des erreurs, je pense que plusieurs des erreurs sont peut-être même des erreurs que tu connais. Et des fois, c'est juste vraiment de, comme en anglais on dit rewire your brain, hein, de Ouais, ouais. vraiment changer un peu, de dire, OK, je sais que c'est une erreur, mais maintenant il faut que j'arrête de la faire. Ouais, ouais. Euh, Et j'ai envie de regarder cette vidéo après et voir, ah, wow, j'ai dit ça parce que dans le moment, normalement, je ne vais pas me rendre compte, je ne vais pas réaliser les erreurs que je commets parce que il faut penser dans la prochaine chose que je vais dire. Je ne peux pas penser ce que j'ai déjà dit. C'est ça. Mais oui, je crois qu'avec ce live, je vais m'en profiter beaucoup aussi. je vais en profiter beaucoup. En profiter. OK, ouais. Merci. Parfait, Richard. Ben, c'était vraiment cool et honnêtement, je pense que c'était quand même très intéressant comme live. Et t'as apporté beaucoup de points super intéressants et ton parcours était en fait, très similaire au mien, en fait, d'une Ouais, certaine façon. Et même si on se connaît depuis quelques temps, j'étais pas au courant vraiment que finalement on avait autant de choses en commun ouais, ouais. par rapport à notre parcours. Oui, oui, tout à fait. Bon, Antoine, Génial. merci. Oui, c'était le fun. J'espère que tout le monde que ce vidéo, ce live a plu, mais pour moi, ouais, c'était vraiment un gros plaisir. Merci, Richard. À bientôt, là. À bientôt. Salut.